Il s'agit de la 53e session et de la 1265e séance du Comité contre la torture. Entendez-vous bien la cabine française? The one, no, this one, the middle. Sur le canal numéro 3, cabine française. Le 3. 3, mais premièrement, no, on the bottom. Yes. No, no. 3. They don't turn it. Yes, Yeah. Ok, c'est bon. Okay. Vous entendez bien la cabine française? Il s'agit de la 53e session du Comité contre la torture et de la 265e séance du Comité contre la torture. Nous sommes réunis aujourd'hui pour écouter les réponses du Burundi jusqu'à 16h30. Ensuite, le comité se réunira, ou plutôt, le comité pourra poser des questions de suivi pendant 45 minutes et le Burundi pourra répondre à nouveau aux questions qui lui seront posées après ces 45 minutes, jusqu'à 18h. Nous espérons que ce dialogue interactif sera fructueux et nous permettra à vous aider à respecter les obligations en vertu de la Convention. Sans plus attendre, Excellence, vous avez la parole. C'est combien de temps? Et jusqu'aux 4h30. C'est 1h20. Je pense que... Et après ça, vous l'opportunité aussi après. Hein, parce que les membres du comité feront question pendant 45 minutes et vous aurez la possibilité encore pour 45 minutes. Hein. Mais premièrement, 1h20. OK? Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du comité, Mesdames, Messieurs, les questions qui ont été posées sont nombreuses. Nous avons enregistré une affaire de 27 questions. Et nous allons essayer de donner des réponses à chacune d'elles. La première question qui a été posée, j'ai essayé de donner la réponse. Qu'il n'y a pas de membres du gouvernement dans la délégation. Je crois qu'ici j'ai expliqué que moi-même j'avais été ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale. Et qu'il y a aussi Madame Ansila qui a été ministre de la Justice et garde des Sceaux. Aujourd'hui, je suis conseiller principal du président, chargé des questions politiques, diplomatiques et de coopération. C'est-à-dire que s'il y a des considérations qui doivent être remises directement au chef de l'État, je suis en position de pouvoir le transmettre dès que je rentre d'ici. Il y a aussi une confusion au sujet de l'assistant du ministre de la Solidarité nationale, des droits de l'homme et du genre. Ici, je crois qu'il y en a qui ont compris qu'un assistant du ministre, c'est peut-être son protocole ou quelqu'un de très négligeable, alors que, en fait, l'assistant du ministre chez nous, c'est le second après le ministre. Donc, ici, le ministère de la Solidarité et des droits de l'homme est représenté tout à fait valablement. Il y a aussi monsieur l'ambassadeur du Burundi ici à Genève. Et je crois que ainsi la délégation, elle n'est pas nombreuse, mais elle est tout à fait consistante. Alors,
La deuxième question concerne la confusion sur la définition de la torture. Parce que dans la Constitution, cette torture, la torture n'est pas complètement définie, mais cette définition, une définition complète se retrouve dans le Code pénal. Et cette définition qui est dans le Code pénal, c'est une définition qui est calquée, qui est copiée sur la convention donc contre la convention contre la torture. Et cette définition, c'est elle à qui nous nous référons chaque fois qu'il y a des questions en rapport avec la torture. Et cette définition est dans l'article 204 du Code pénal, révisé en 2009. Et je peux encore une fois vous lire cette définition qui se trouve dans le Code pénal. Je cite, « est considéré comme torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou soupçonné d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle, ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou à la sanction résultant uniquement de sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Voilà la définition et c'est exactement celle qui est donnée par la Convention contre la torture. La troisième question, donc c'est la même question. Dans la Constitution, ce qui est dit et ce qui n'est pas complet, dans l'article 25 de la Constitution, donc ce qui est dit, c'est que, je cite, « Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa personne, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Donc ici, dans la Constitution, on évoque la torture, mais on ne donne pas de définition. Et c'est dans le Code pénal que cette définition est complète parce que c'est une définition qui est calquée exactement sur la Convention contre la torture. Bon, la troisième question, il est demandé à l'État partie de fournir des statistiques sur le nombre de cas de torture, les poursuites, les condamnations et les acquittements enregistrés. Alors, ici, je donne la parole à l'assistant du ministre pour qu'il puisse donner la réponse à cette question.
Euh, Merci, monsieur le chef de la délégation, pour la parole qui m'est accordée. Sur cette troisième question, présentement, nous n'avons pas eu de données comme telles. On est en train de chercher et je crois que nous serons amenés à les transmettre incessamment. Nous sommes en train de travailler sur ces informations pour effectivement donner de plus amples informations avec précision. Merci, monsieur le chef de la délégation. Donc sur cette question, on n'a pas de données, on va les chercher et vous les transmettre plus tard. Bon, la quatrième question, il est demandé à l'État partie d'intégrer dans sa législation nationale des dispositions réprimant la torture. Comme le comité le constate, le Burundi a déjà fait des efforts significatifs dans la prévention et la lutte contre la torture. La torture, premièrement, est prohibée par la Constitution, qui est la loi fondamentale. Vous l'avez entendu. Et le crime de torture et les infractions connexes sont sévèrement réprimés par le Code pénal, qui, comme nous l'avons déjà signalé, reprend mutatis mutandis la définition de la torture faite par la Convention. Ainsi, les juridictions burundaises peuvent connaître toute plainte en rapport avec la torture. Troisièmement, le projet de loi portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre est déjà adopté par le Conseil des ministres. Cette loi réprimera aussi le crime de torture. Toutefois, le Burundi est disposé à recevoir et prendre en compte toute orientation ou proposition concrète tendant à améliorer sa législation nationale en la matière. La question 5. L'État partie indique que suivant sa législation nationale, les peines encourues par l'auteur présumé d'actes de torture varient de 10 ans de servitude pénale à une peine de perpétuité. Existe-t-il des critères objectifs de détermination de la peine ou cela est laissé à l'appréciation du juge? Ici, je crois que je devrais me référer directement au Code pénal, ce que dit le Code pénal. Alors, le Code pénal, en ses articles 5 à 9, précise bien comment on doit, comment les peines sont appliquées. Le juge, il doit aussi se référer au texte. Alors, l'article 5 du Code pénal dit que quiconque soumet une personne à des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants est puni de la servitude pénale de 10 à 15 ans et a une amende de 100 000 à 1 million de francs. L'article 206 précise « L'infraction est punie de la servitude pénale de 20 ans lorsqu'elle est commise sur un mineur de moins de 18 ans, sur une personne vulnérable en raison de son âge, de son état de santé, d'une infirmité
d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse. Troisièmement, l'infraction est punie de la servitude pénale de 20 ans lorsqu'elle est commise, troisièmement, sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition. Quatrièmement, l'infraction est punie de servitude pénale de 20 ans quand l'infraction a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Enfin, l'infraction est punie de la servitude pénale de 20 ans lorsque l'infraction a été commise avec usage ou menace d'une arme. L'article 207 dit « Le coupable est puni de 20 ans de servitude pénale lorsque la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles. Il est puni de la servitude à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime. L'article 208. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menaces de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoqué pour justifier la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. L'article 209, les peines prévues aux articles 205 que nous venons de citer, 205, 206 et 207 sont incompressibles. Le juge prononce, en plus des peines principales, l'interdiction d'exercer la fonction à l'occasion de laquelle la torture a été pratiquée, sans préjudice d'autres peines complémentaires prévues, donc sans préjudice d'autres peines complémentaires prévues par le présent code. Enfin, je voudrais ajouter l'article 211. Tout acte par lequel une personne donne volontairement la mort à autrui est qualifié de meurtre. Il est puni de la servitude pénale à perpétuité. Donc ici, il y a un cadre bien déterminé et le juge n'agit pas, il n'est pas donné de liberté au juge de prononcer les peines comme il le veut. Il doit suivre les instructions qui sont dans le code pénal. Alors, il y a la question 6. Donner des précisions sur les délais que vous vous êtes fixés pour la révision du code pénal militaire. Le gouvernement du Burundi est préoccupé par l'hiatus entre le code pénal militaire et certaines dispositions législatives nationales et internationales en matière de lutte contre la torture. C'est ainsi que, avec le soutien du gouvernement hollandais, que nous remercions sincèrement, dans le cadre du projet DSS, le gouvernement a déjà entrepris
le processus de révision du Code pénal militaire. À l'heure actuelle, un consultant a été recruté. Bientôt, le résultat de son travail sera soumis à l'approbation des magistrats des juridictions militaires avant sa transmission au Conseil des ministres pour adoption. Donc, c'est un travail qui est en cours et que nous espérons qu'il sera achevé dans un temps relativement court. La question 7, il est demandé à l'État partie de renforcer les moyens humains, matériels et financiers de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Nous voudrions tout d'abord remercier le comité pour avoir reconnu les efforts du gouvernement du Burundi au soutien de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme dans l'accomplissement de ses missions. La Commission indépendante des droits de l'homme travaille à la satisfaction de la population burundaise et de la communauté internationale. Le gouvernement est engagé à redoubler d'efforts dans les limites de ses moyens à soutenir la dite commission. Quand nous disons que la commission travaille à la satisfaction de la population burundaise, c'est, vous l'avez vu dans le rapport qu'ils ont produit pour l'année 2013, on a vu beaucoup de cas où la population s'adressait à cette commission pour intervenir et cette commission l'a fait d'une façon tout à fait agréablement. Ils ont leur mission, ils ont compris leur mission et ils interviennent spontanément. Et je saisis cette occasion pour remercier aussi tous les partenaires du gouvernement qui se sont investis en apportant des appuis multiformes à la Commission. Et nous les encourageons à rester toujours aux côtés de la Commission. Alors, la question 8. Il semble qu'il y ait un débat contradictoire sur le choix des membres de la Commission Vérité et Réconciliation. Il semblerait qu'il y ait une démarche qui n'est pas inclusive et la société civile semble exclue. Alors, ici, je n'entre pas dans une discussion quelconque, je voudrais plutôt vous lire. J'ai ici le décret, la loi numéro 1/18 du 15 mai 2014 portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité et Réconciliation. Oui. Alors, les articles 14, 15 et 16, et je vous les lis. Article 14. Les candidats membres de la commission sont sélectionnés sur base des candidatures libres par une commission paritaire ad hoc désignée par le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat. Cette commission paritaire ad hoc établit une liste définitive de 33 candidats. Ici, je dois vous dire que quand on a ouvert les candidatures, immédiatement, quelques jours après, il y avait déjà plus de 800 candidats pour chercher à entrer dans un comité, dans une commission de 11 personnes. Plus de 800 candidats. Et ces candidatures sont des candidatures libres. C'est-à-dire qu'on ne dit pas c'est la société civile ou c'est des agents du gouvernement ou c'est des agents de la société de privé, mais
c'est des candidatures libres. C'est pourquoi immédiatement, quand on a ouvert la candidature, il y a eu autant de candidatures. Et j'imagine que parmi les candidatures, il y a aussi des candidatures de gens de la société civile. Donc, on n'exclut personne, ce sont des candidatures libres. Et puis, l'article 15, la commission ad hoc transmet la liste définitive des candidats à l'Assemblée nationale qui détermine à la majorité simple les 11 membres de la commission ainsi que son bureau. Et article 16, le président de l'Assemblée nationale transmet la liste des membres de la commission ainsi élus que son bureau transmet la liste des membres de la commission élus ainsi que son bureau au président de la République pour nomination. Voilà ce que dit la loi sur les candidatures. Donc, ce sont des candidatures ouvertes à tout le monde. Et la société civile, les membres de la société civile peuvent se présenter comme tous les autres. Et lors des négociations pour préparer cette loi, et bien longtemps bien avant, je crois que la société civile a été consultée. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont faites sans la société civile. La société civile a été consultée. Et je crois que ici, donc, s'il y a un autre débat, on peut l'introduire après, mais ici, je vous donne les données qui sont là et qui sont vérifiables. Alors, la question numéro 9. Les formations dispensées à l'endroit des corps de défense et de sécurité sont très lacunaires. Il est demandé à l'État partie de concentrer beaucoup plus d'efforts dans ce domaine. Le Burundi ayant déjà inscrit dans ses objectifs la discipline et le professionnalisme de ses corps de défense et de sécurité, sollicite la contribution de ses partenaires en la matière. Je profite de cette opportunité, encore une fois, pour réitérer la gratitude du gouvernement envers tous ceux qui se sont déjà manifestés, particulièrement le gouvernement néerlandais et le gouvernement belge, tout en espérant que d'autres partenaires voudront bien nous accompagner dans cette action, parce que c'est une action qui demande beaucoup de moyens, mais la volonté de l'État est là, et les partenaires qui sont déjà à l'œuvre, le gouvernement néerlandais et le gouvernement belge, font un travail excellent, et il y a beaucoup de changements au niveau de la mentalité des policiers et des militaires suite à cet encadrement qui fait que de plus en plus la police et l'armée s'améliorent. La question numéro 10 concerne des cas de torture qui font objet de préoccupation. Alors, ici, il y a le cas d'Odas Habarugira, qui date de 2011. Alors, la question que vous nous avez posée, quel est l'état actuel du dossier? Alors, le dossier, en fait, se trouve en instruction. Il se trouve toujours en instruction. Pourquoi il n'évolue pas? C'est parce que les parties civiles ne répondent pas promptement pour donner des témoignages. Mais le dossier reste ouvert. Alors, les éventuels témoins, ils préfèrent s'exprimer dans les médias, sur les radios, mais ils ne viennent pas témoigner directement au tribunal.
Alors, ici, nous avons effectivement un problème dans notre pays, c'est que les médias se saisissent pratiquement de tous les dossiers et les médias donnent des versions tout à fait contradictoires et souvent, même la justice attend que les intéressés viennent témoigner ou porter plainte directement dans les tribunaux, mais les gens préfèrent parler sur les radios, dans les médias, au lieu de se présenter directement. Alors c'est le cas ici. On attend toujours que les témoins viennent, mais le tribunal ne peut pas se contenter des déclarations qui sont faites dans les médias, sur les radios, etc. Le dossier donc reste ouvert. Quand des témoins viendront et comparaîtront, alors le dossier pourra avancer. Alors, pour le cas de Réandre Boukourou. Le cas de Réandre Boukourou, le dossier donc, de son assassin, qui s'appelle, comment est-ce qu'on l'appelle son surnom, c'est le plus facile, il s'appelle Gwembe. Le présumé assassin qui s'appelle... je cherche, vous m'excusez. Il s'appelle Nourguez Michel, alias Rouembe. Le dossier est en délibéré à la cour d'appel de Gitega. Le dossier est en délibéré à la cour d'appel de Gitega. Et le délibéré, normalement, le temps de faire le délibéré est de 30 jours. Donc, une fois le dossier est mis en délibéré, depuis le jour où on le met en délibéré, il faut attendre maximum 30 jours. Et je crois que le dossier a été mis en délibéré la semaine passée. Je n'ai pas de date précise, mais on peut compter même à partir de la semaine passée, les 30 jours, c'est-à-dire que d'ici 3 ou 4 semaines au maximum, la décision sera prise. Alors, l'autre dossier pour lequel vous demandez des précisions, c'est le cas de Saïd Nhaïra Aja. L'État partie indique que ce dossier n'a pas progressé à cause de l'absence du plaignant. Or, l'article 12 de la Convention contre la torture exige de continuer la procédure, même en l'absence de la victime. Alors, ici, le dossier a été effectivement ouvert contre l'ancien maire de la ville, Edouard Giswaswa, et le dossier est en cours. Le problème, c'est que le monsieur, l'intéressé lui-même, est introuvable. Et quand il est introuvable, le problème est qu'on a besoin d'éléments. On a besoin d'éléments pour compléter le dossier. Alors, quand il n'apparaît pas, ça devient un problème. Toutefois, les présumés auteurs, les policiers présumés auteurs, il y en a un qui est à l'extérieur du pays et d'autres qui sont sur place. Et de toute façon, on va continuer le procès avec ceux qui sont là. On va les interroger.
Et puis, en attendant, on attend que l'intéressé lui-même vienne donner beaucoup plus de précision. Alors, pour le cas de... Il y a d'autres cas. Ce sont les cas... Bon, je crois que c'était les dossiers qui étaient invoqués ici. Mais s'il y a d'autres cas, nous pouvons aussi chercher des précisions parce qu'on en a pour pratiquement tous les cas. Alors, la question suivante. Veuillez donner des explications sur les personnes acquittées par la justice, mais qui restent emprisonnées à cause de la lenteur de la mise en exécution du jugement. Et ici, je dirais que le prévenu peut être acquitté au premier degré. Mais lorsque le ministère public interjette appel contre cette décision judiciaire au premier degré, le prévenu devra attendre la décision judiciaire au deuxième degré. Il peut arriver aussi qu'il y ait des questions de procédure pour qu'il puisse être libéré. Ce que vous dites, les lenteurs de la mise en exécution du jugement. Et ici, je voudrais demander à Mme Ansira, qui était ministre de la Justice et garde des Sceaux, de me compléter. Je vous remercie, Excellence, de m'accorder la parole. Ce que je peux dire ici, concernant les problèmes, une personne qui peut être acquittée et qui reste en prison suite à des difficultés liées à la mise en exécution du jugement rendu. Effectivement, comme le chef de la délégation venait de le signaler, il peut arriver que le prévenu soit acquitté peut-être au premier degré. Et lui, il se met en tête qu'il est acquitté, il attend l'exécution du jugement. C'est-à-dire s'il y a une ONG ou une autre personne qui va lui rendre visite, il dira « moi, je suis acquitté, j'attends l'exécution de ce jugement », alors que peut-être entre-temps, le ministère public a interjeté appel, a formé un recours contre ce jugement et que peut-être la personne qui a été acquittée au premier degré n'est pas encore au courant. Il peut arriver, mais on doit reconnaître aussi qu'il peut arriver que pour des questions de procédure, un détenu acquitté, un prévenu acquitté, voit son séjour un peu prolongé avant l'exécution de ce jugement. Ça peut être lié justement à des questions de procédure. Mais comme justement le gouvernement du Burundi est conscient de quelques irrégularités de ce genre qui peuvent arriver et est engagé à chaque fois aller dans l'amélioration des conditions des prisonniers, le gouvernement du Burundi, pour en découdre définitivement avec ce genre d'irrégularité, a pris des mesures draconiennes. Et la plus récente est la mise en place d'une commission qui est chargée d'effectuer des visites et alors régulièrement dans les différents lieux de détention pour corriger ces irrégularités liées au problème d'un acquittement qui n'est pas exécuté suite peut-être à ces difficultés de procédure. Non seulement cela, mais aussi pour corriger d'autres irrégularités de différentes natures qui peuvent s'opposer au cours des procédures pénales. Merci, Monsieur le chef de la délégation.
Question 12. Quel est le délai maximum de la garde à vue? Le délai maximum de la garde à vue est de 7 jours, sauf s'il y a des circonstances exceptionnelles pouvant justifier sa prorogation jusqu'au double, c'est-à-dire 7 jours plus encore 7 jours, ce qui fait 14 jours. Cependant, dans la pratique, suivant les circonstances, ce délai n'est pas atteint. Encore une fois, je peux donner la parole à Madame Ansila sur la garde à vue. Merci, Monsieur le chef de la délégation, de me remettre la parole. Et justement, comme l'avait déjà dit le chef de la délégation, là, en principe, le délai maximum prévu par le code de procédure pénale burundais de la garde à vue est de 7 jours. Et le même code de procédure pénale prévoit que dans des cas, je dirais, exceptionnels, que les circonstances expliquent, ce délai peut être prorogé jusqu'au double, c'est-à-dire jusqu'à 14 jours. Mais dans la pratique, effectivement, comme nous avons signalé que c'est un principe, dans la pratique, ce délai n'est même pas atteint. Donc ce délai de 7 jours, cela ne veut pas dire que toujours il y a la garde à vue doit passer les 7 jours. Dans la pratique, souvent, les 7 jours de garde à vue ne sont même pas atteints. Merci, c'est ce que je... Bon, la question numéro 13. Existe-t-il des garanties d'avoir un médecin et un avocat pendant la garde à vue? Oui. Depuis un certain temps, la personne détenue, la personne qui est en garde à vue peut demander l'assistance d'un médecin et d'un avocat. Et de plus en plus, l'assistance d'un avocat est demandée pendant que dans les... Aujourd'hui, toute personne qui est arrêtée et qui est en garde à vue peut demander à tout moment l'assistance d'un avocat. Et question numéro 14. Est-ce qu'il existe des migrants sans papier emprisonnés au Burundi? Au Burundi, il n'y a pas de migrants sans papier qui sont emprisonnés. Lorsqu'il y a un irrégulier, celui-ci n'est pas emprisonné. Au contraire, il est conduit à la frontière du pays par lequel il est entré. Ici, il y a beaucoup d'irréguliers, de sans-papiers, mais chez nous, il y en a beaucoup moins. Et quand il y a un cas d'un irrégulier, on ne l'emprisonne pas, mais on le reconduit à la frontière du pays par lequel il est entré. Sauf s'il clame qu'il est poursuivi et qu'il peut être torturé, alors là, il demande asile. Alors l'asile, on le lui accorde parce qu'on ne peut pas refouler quelqu'un qui demande l'asile. Mais s'il vient pour demander sans papier et qu'il vient s'installer, alors là, on ne l'emprisonne pas, mais on le reconduit à la frontière et il entre dans son pays. La question numéro 15. L'État partie doit consentir beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions carcérales, notamment la séparation des hommes et des femmes. Le gouvernement est effectivement conscient de la nécessité d'améliorer les conditions carcérales en général. Pour ce qui est de la séparation des détenus hommes et femmes,
comme cela a été signalé dans le discours liminaire de notre délégation, des efforts sont en train d'être consentis dans ce domaine. Cette séparation est effective dans 3 prisons et le processus a été déclenché dans une 4e prison. Nous espérons que cela va continuer dans le reste des établissements pénitentiaires du pays dans les limites des moyens. La question numéro 16, il est demandé à l'État partie de fournir des renseignements sur la suite réservée aux exécutions extrajudiciaires des membres du FNL en 2005 et les religieuses de Kamenge, les 3 religieuses qui ont été assassinées à Kamenge. Alors, pour ce qui est des religieuses, je commence par les religieuses. L'assassinat des religieuses est un événement qui a indigné le gouvernement et toute la population, surtout la population environnante, qui était prête à probablement même à se venger quand, si l'auteur avait été n'avait pas été protégé par la police. Ce que les démarches en cours, c'est qu'en fait les enquêtes continuent. Les enquêtes continuent. Le meurtrier présumé a été arrêté. Et même si on dit qu'il est fou, il y en a qui, surtout les médias, disent que le meurtrier étant fou, il n'a pas toutes les capacités de pouvoir s'exprimer comme il le pourrait, mais le meurtrier a été arrêté et il a admis les faits. Et chaque fois qu'on l'interroge, il répète la même chose. Pour dire que même si on croit qu'il est fou, il est capable de répondre. Et il y répond toujours par l'affirmative qu'il est l'auteur des faits. Et dimanche passé, le présumé meurtrier a escaladé le mur pour s'évader. Il a escaladé le mur de la prison Mbimba où il était pour s'évader. Et une fois qu'il était à l'extérieur de la prison, il a été appréhendé. Donc, on ne dirait pas qu'il est fou, mais on devra faire une expertise médicale. Après les enquêtes, on devra faire une expertise médicale. Puis, on enverra le dossier au tribunal. Et je préciserai aussi qu'il a un avocat qui l'assiste. Pour le cas des exécutions extrajudiciaires des membres du FNL en 2005, alors ici, il ne faut pas dire globalement des membres, des sympathisants du parti FNL. Il faut donner des précisions sur chaque cas pour qu'on vérifie dans le dossier de chacun. Donc, on ne doit pas dire globalement des sympathisants de FNL. Il faut donner des cas précis et puis on pourra donner des précisions sur chacun. Et parce que des fois, il y a beaucoup de rumeurs qui se répandent sur les radios et ce n'est pas sur des rumeurs qui se répandent sur les radios qu'il faut travailler. Il faut qu'on ait des cas précis et que le gouvernement puisse donner son avis sur chaque cas précis. La question suivante. Il y a eu des exécutions à Businde. Et les victimes étaient des religieuses auxquelles la police empêchait d'exercer le droit de culte. Y a-t-il eu des poursuites et des condamnations? Il y a eu effectivement
ceci est bien rapporté dans le rapport de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme qui a suivi le cas. Il y a eu effectivement 3 policiers qui ont tiré sur la foule, tuant 7 personnes et blessant 35 personnes. Et les 3 policiers qui ont été qui sont auteurs de l'usage des armes à feu à balles réelles, ces policiers actuellement ils sont en liberté provisoire, mais le dossier est ouvert au parquet d'Ongozi. Ils sont en liberté provisoire, mais le dossier est au parquet d'Ongozi. C'est-à-dire que, même quand on dit qu'ils sont en liberté provisoire, cela veut dire aussi qu'ils doivent se présenter au parquet pour enquête. Ça ne veut pas dire qu'ils sont libres, mais ils sont en liberté provisoire. Chaque fois qu'on a besoin d'eux, ils doivent se présenter pour répondre à l'interrogatoire des juges. Et la question suivante, la police agit de façon biaisée et mène des persécutions à l'endroit des membres de l'opposition. Quelles sont les mesures prises pour remédier à cette situation? Ici, okay. Oui, la question numéro 17. Quelles sont les mesures prises par l'État parti pour garantir l'indépendance de la justice? Ici, je donnerai la parole à la professionnelle du métier, Madame Mansila. Je vous remercie, Monsieur le chef de la délégation, de m'accorder encore une fois la parole. Pour ce qui concerne les mesures prises par l'État parti pour garantir l'indépendance de la justice, je soulignerai que le gouvernement burundais est conscient du fait que l'indépendance, un pouvoir indépendant, impartial, est le socle même de la protection des droits de l'homme. C'est ainsi que différentes mesures sont prises par l'État dans le but de garantir l'indépendance de la justice. Et dans ce cadre, il y a des formations qui sont dispensées, qui sont données aux acteurs judiciaires en vue du renforcement de leurs capacités. Et depuis un certain temps, on insiste beaucoup sur leur déontologie. En plus, des réunions régulières sont tenues par